Bonjour chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Chesville à l'antenne. Comme toujours, je suis ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Nous sommes maintenant au mois d'avril et le 24 avril est la date à laquelle le génocide arménien de 1915 est commémoré. À la suite d'une décision prise par le président Emmanuel Macron en 2019, cette journée est célébrée en France en tant que, je cite, « Journée nationale de commémoration du génocide arménien ». Ce génocide, le premier du XXe siècle pour son ampleur et son caractère planifié, est donc désormais célébré comme il se doit dans toute la France. Nous allons participer à ces célébrations, à cette date, à Bastia et ailleurs. Je souhaiterais aujourd'hui, un peu en avance bien sûr, pour que tout le monde comprenne bien la portée de cette date du 24 avril, je souhaiterais revenir sur ce qui s'est réellement passé le 24 avril 1915 et sur l'exécution froidement planifiée et organisée de ce génocide qui fit environ 1,5 million de victimes. Au XIXe siècle, l'Empire ottoman était en pleine déliquescence, miné de l'intérieur par une bureaucratie inefficace et corrompue, et par l'émergence du sentiment national au sein des multiples minorités ethniques qui en faisaient partie, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes ou autres. La Grèce, la première, parvint à s'émanciper lors de sa guerre d'indépendance de 1821 à 1830. Les Grecs viennent de célébrer le centenaire, le bicentenaire. Puis ce sont des soulèvements dans les Balkans qui conduisirent à l'unification de la Roumanie en 1859 et à l'indépendance de la Bulgarie et de la Serbie en 1878. Ces mouvements aboutirent au traité de San Stefano et de Berlin en 1878, à la suite de la guerre russo-turque de 1877-1878, traité qui entérinait l'indépendance des pays balkaniques ainsi que le démembrement de l'Empire ottoman dans sa partie européenne, et dans lesquels la Sublime Porte s'engageait à réaliser, je cite, « sans plus de retard, les améliorations et les réformes qu'exigent les besoins locaux dans les provinces habitées par les Arméniens et à garantir leur sécurité contre les Circassiens et les Kurdes ». Fin de citation. Durant le dernier quart du XIXe siècle, les Arméniens de l'Empire ottoman prirent conscience de l'inégalité de leurs droits face aux autres citoyens ottomans. À la suite de la non-mise en place des réformes promises dans les traités de 1878, des groupes arméniens, la plupart du temps révolutionnaires, se formèrent. Ils dénoncèrent les méthodes du sultan, exigèrent l'application des réformes et réclamèrent la liberté pour tous ainsi que l'égalité entre Arméniens et musulmans. Je rappelle que les Arméniens sont chrétiens, ils sont même la première nation chrétienne avant même l'Empire romain. Les Arméniens constituaient une minorité très importante. Si l'on prend les statistiques officielles ottomanes, on constate qu'en 1867, la population arménienne s'élevait à 2 millions en Turquie d'Asie et à 400 000 en Turquie d'Europe, soit un total de 2 400 000. Une première série de massacres eut lieu entre 1894 et 1896, sous le règne du sultan Abdülhamid II, connu en Europe sous le nom de Sultan Rouge ou encore de Grand Seigneur. Écrivez Seigneur avec AI et non pas EI. C'est ce sultan qui ordonna en personne les massacres à la suite du refus des Arméniens de Sassoun de payer la double imposition à laquelle ils étaient soumis entre juillet et septembre 1894. Les Kurdes, assistés par les Hamidiés, régiment de cavalerie kurde venus en renfort, assiégèrent puis massacrèrent du 18 août au 10 septembre 1894 la population arménienne de Sassoun, déclenchant une vague de massacres à travers tout l'Empire ottoman qui dura jusqu'en 1896.
Il s'agissait là d'un prélude au génocide, la première série d'actes criminels de grande ampleur perpétrés contre les Arméniens de l'Empire ottoman. La presse européenne se fit largement l'écho de ces massacres, qui suscitèrent l'indignation de l'intelligentsia. En France, Jean Jaurès dénonça le massacre des populations arméniennes, ainsi que l'indifférence du gouvernement français, qualifié de silence honteux par Anatole France dans un discours à la Chambre des députés. Le bilan de ces massacres est estimé à environ 200 000 morts, 100 000 réfugiés, 50 000 orphelins, 40 000 convertis de force, 2 500 villages dévastés, 568 églises détruites ou transformées en mosquées. Le second prélude au génocide eut lieu en 1909. Les massacres de Cilicie débutèrent le mercredi de Pâques, du 14 avril, et se prolongèrent jusqu'au 27 avril 1909. Ils commencèrent à Adana, où près de 30 000 miliciens, organisés en 5 à 10 groupes, pillèrent puis massacrèrent méthodiquement les maisons et commerces du quartier arménien de Chabanieh, avant de l'incendier avec le soutien tacite des autorités locales qui libérèrent et armèrent les détenus de droit commun afin que ceux-ci participent au massacre. Ces massacres cessèrent le 17 avril avec l'arrivée de la marine française, puis anglaise, russe, allemande, américaine et italienne. Mais ils reprirent le 24 avril avec l'arrivée de l'armée ottomane, envoyée de Constantinople, la capitale. Ces troupes ottomanes participèrent au massacre. Stéphane Pichon, ministre des Affaires étrangères français, porta l'accusation à la Chambre française lors de la séance du 17 mai 1909 en déclarant, je cite, « Il est arrivé malheureusement que des troupes qui avaient été envoyées pour prévenir et réprimer les attentats y ont, au contraire, participé. » Organisés par le mouvement des jeunes Turcs arrivés au pouvoir en 1908, ces tueries firent près de 30 000 victimes, dont 20 000 dans le seul vilayet, c'est-à-dire dans la seule province d'Adana. Les dégâts matériels s'élevèrent à plusieurs millions de livres turcs. Plus de 100 000 Arméniens se retrouvèrent sans abri et 7 903 orphelins furent recensés. Le 1er novembre 1914, après avoir été depuis août sollicité par l'Allemagne, l'Empire ottoman entra en guerre, la Première Guerre mondiale, aux côtés des empires centraux. Les Arméniens prirent très rapidement conscience du danger qu'ils couraient d'être pris entre l'Empire russe et l'Empire ottoman, désormais en guerre. La troisième armée ottomane s'engouffra sans préparation logistique en Transcaucasie russe. Elle fut écrasée par l'armée russe en janvier 1915 à Sarikamish. Le ministre de la guerre ottoman, Ismail Enver, accusa les Arméniens de la région d'avoir pactisé avec les Russes, causant ainsi la défaite. Cette accusation fut démentie par les observateurs sur place. Le 18 avril 1915, 60 000 Arméniens furent massacrés dans la région de Van, dans l'actuelle Turquie, berceau historique de l'Arménie. La justification avancée pour ces massacres fut qu'il s'agissait d'une réaction face aux désertions d'Arméniens et surtout face aux quelques actes localisés de résistance. Les survivants se réfugièrent dans la ville de Van et organisèrent leur défense, ce qui sera présenté par le gouvernement comme une révolution, version démentie par tous les rapports des témoins italiens, allemands ou américains, consuls, missionnaires, enseignants, etc., qui expliquèrent que les Arméniens avaient organisé la défense de la ville afin d'éviter de subir un massacre. En février 1915, le comité central du parti jeune turc au pouvoir et des ministres du cabinet de guerre, Talat Pacha et Ismail Enver en particulier, mirent secrètement au point un plan de destruction qui allait être exécuté durant les mois suivants. Il fut présenté officiellement comme un programme de déplacement de la population arménienne que le gouvernement accusait de collaborer avec l'ennemi russe, de les déporter donc loin du front. En fait, la déportation n'était qu'un écran de fumée cachant une opération d'anéantissement de tous les Arméniens de l'Empire. La destruction des populations arméniennes fut opérée en 2 phases successives, d'avril 1915 à la mi-automne 1915, dans les 7 vilayets orientales d'Anatolie, dont les 4 proches du front russe, Trébizonde, Erzurum, Van, Bitlis, et les 3 autres qui sont un peu plus loin du front, Sivas, Kharpout et Diyarbakir.
où vivaient près d'1 million d'Arméniens. Puis de la fin de 1915 jusqu'à l'automne 1916 dans d'autres provinces de l'Empire. La première mesure prise dès février 1915 fut le désarmement des soldats et des gendarmes arméniens enrôlés dans l'armée ottomane, bien qu'Ismail Enver, le ministre de la Guerre, eût déclaré, à l'issue d'une inspection sur le front du Caucase en ce même mois de février 1915, que, je cite, « Les soldats arméniens de l'armée ottomane ont rempli scrupuleusement tous leurs devoirs sur le champ de guerre, ce dont je puis témoigner personnellement. Je vous prie d'exprimer toute ma satisfaction et ma reconnaissance au peuple arménien, dont le parfait dévouement au gouvernement impérial ottoman est bien connu. » Fin de citation. Les soldats et gendarmes désarmés furent relégués dans des bataillons spécialement créés et affectés aux travaux et à la voirie, avant d'être éliminés par petits groupes au cours de l'année 1915 par les gendarmes chargés de leur encadrement ou par les Kurdes appelés en renfort. Le 24 avril 1915, le ministre de l'Intérieur, Talat Pacha, l'un des principaux responsables du mouvement Jeunes Turcs, ordonna l'arrestation des intellectuels arméniens. L'opération débuta à 20 h à Constantinople. Elle fut conduite par Bedri Bey, le chef de la police de Constantinople. Dans la nuit du 24 au 25 avril 1915, 235 à 270 intellectuels arméniens furent raflés, en particulier des ecclésiastiques, des médecins, des éditeurs, des journalistes, des avocats, des enseignants, des artistes et des hommes politiques, dont faisaient partie des députés au Parlement ottoman. Une seconde vague d'arrestations fut lancée dès le lendemain, durant laquelle entre 500 et 600 Arméniens furent arrêtés. Au total, on estime que 2345 notables arméniens furent arrêtés en quelques jours avant d'être déportés puis massacrés dans leur majorité durant les mois qui suivirent. C'est en référence à cette tragique rafle des intellectuels arméniens que la date du 24 avril, que j'évoquais au début de cette émission, a été choisie pour commémorer le génocide arménien. Quelques semaines plus tard, le 15 juin 1915, 20 leaders du Parti social-démocrate Henchak furent pendus à Constantinople, accentuant encore la mise à mort des élites arméniennes. Dans les provinces orientales, l'opération se déroula de manière similaire. Les notables arméniens furent systématiquement arrêtés au motif d'un prétendu complot contre le gouvernement. Leurs maisons furent perquisitionnées à la recherche d'armes et d'indices. Ils furent ensuite torturés afin de leur soutirer des aveux, avant d'être déportés vers une destination inconnue, puis massacrés dans les environs. Un avis de déportation fut publié en vertu duquel toute la population, c'est-à-dire donc les populations inaptes, les personnes inaptes à la mobilisation générale, devait être évacuée vers les déserts de Syrie et de Mésopotamie en convois de femmes, d'enfants et de personnes âgées. Ces convois quittèrent les villes à intervalles réguliers, à pied, avec peu ou pas de bagages, accompagnés de gendarmes à cheval. Au total, 306 convois de déportés ont été dénombrés entre avril et décembre 1915, avec au total plus d'1 million de personnes. Les hommes valides, encore en vie à cette époque, furent systématiquement massacrés dès le départ des convois, tandis que les plus belles femmes et les enfants étaient enlevés pour être revendus comme esclaves. Les convois furent décimés à chaque étape, tant par les gendarmes chargés de les escorter que par les tribus kurdes et d'autres miliciens recrutés à cette fin. Seuls quelques milliers de personnes survécurent à cette gigantesque déportation. Dans les vilayets de Bitlis et de Diyarbekir, presque tous les Arméniens furent assassinés sur place. Ayant eu connaissance de ces massacres, les gouvernements alliés firent une déclaration le 24 mai 1915, dans laquelle ils accusèrent l'Empire ottoman de crimes contre l'humanité et la civilisation, et s'engagèrent à tenir pour responsables les membres du gouvernement ottoman, ainsi que toute personne ayant participé au massacre. En représailles, le 20 mai 1915, le gouvernement ottoman promulgua une loi autorisant l'expulsion de la population arménienne hors de l'Empire ottoman sous couvert de, je cite, « déplacement de population suspecte d'espionnage ou de trahison ». La seconde phase du génocide eut lieu de l'automne 1915 à l'automne 1916. Le 15 septembre 1915, le ministre de l'Intérieur Talat Pacha envoya un télégramme à la direction du parti Jeunes Turcs d'Alep, dans l'actuelle Syrie. Je cite le texte.
Le gouvernement a décidé de détruire tous les Arméniens résidant en Turquie. Il faut mettre fin à leur existence, aussi criminelles que soient les mesures à prendre. Il ne faut tenir compte ni de l'âge ni du sexe. Les scrupules de conscience n'ont pas leur place ici. Puis, dans un second télégramme, il écrit encore « Il a été précédemment communiqué que le gouvernement a décidé d'exterminer entièrement les Arméniens habitant en Turquie. Ceux qui s'opposeront à cet ordre ne pourront plus faire partie de l'administration. Sans égard pour les femmes, les enfants et les infirmes, si tragiques que puissent être les moyens d'extermination, sans écouter les sentiments de la conscience, il faut mettre fin à leur existence. » Fin de citation. Des prisonniers de droit commun furent alors libérés afin d'assister les forces armées ottomanes dans l'exécution des massacres. Ils seront regroupés au sein d'une unité militaire secrète nommée Organisation spéciale. Dans le reste de l'Empire, le programme prit les formes d'une déportation conduite par chemin de fer sur une partie du parcours. Les convois de déportés, environ 870 000 personnes, convergèrent vers Alep, où une direction générale de l'installation des déportés les répartit selon deux axes. Au sud, vers la Syrie, le Liban et la Palestine, une partie de cette catégorie survivra. À l'est, le long de l'Euphrate, où des camps de concentration, véritables mouroirs, furent improvisés. Les déportés furent peu à peu poussés vers Deir ez-Zor. De là, en juillet 1916, ils furent envoyés dans les déserts de Mésopotamie, où ils furent massacrés par petits groupes ou moururent de soif. Les derniers regroupements de déportés le long du chemin de fer de Bagdad, à Ras ul Ain, à Intili, furent eux aussi exterminés en juillet 1916. À la fin de cette seconde phase du génocide, seuls survivaient un tiers des Arméniens de l'Empire, ceux qui habitaient à Constantinople et à Smyrne, les personnes qui avaient été enlevées et les Arméniens du vilayet de Van, sauvés par l'avance de l'armée russe. Au total, il n'y avait plus que 290 000 survivants. Le gouvernement ottoman s'employa à systématiquement éliminer toute preuve du génocide. Les photographies des convois de déportés furent interdites. Les missionnaires ont été empêchés d'apporter de la nourriture, de l'eau ou des vêtements aux rescapés, et la censure officielle interdit aux médias de faire mention des massacres. Tout fonctionnaire s'opposant à l'exécution du génocide fut muté, démis de ses fonctions ou fusillé. De nombreux témoins, diplomates, missionnaires présents sur les lieux des massacres rédigèrent de très nombreuses notes pour les gouvernements occidentaux, décrivant avec moult détails le processus génocidaire en cours. Ces notes sont conservées dans les archives des pays concernés. Le Vatican reçut les premiers rapports sur les massacres en juin 1915. Le pape Benoît XV intervint personnellement à 2 reprises auprès du sultan Mehmed V par courrier, ce qui ne fit qu'empirer la situation des Arméniens. Durant la même période, d'autres minorités de l'Empire ottoman furent également victimes des massacres. Les populations araméennes, c'est-à-dire les Assyriens, Chaldéens et Syriaques, et les populations grecques pontiques furent en grande partie éliminées par les autorités ottomanes, ainsi que les Syriaques et les Yézidis. Selon les responsables de la communauté réfugiée en Arménie, 500 000 Yézidis auraient péri durant ces massacres. De 500 000 à 750 000 Assyriens, représentant environ 70% de la population de l'époque, furent massacrés selon le même modus operandi durant la même période que le génocide arménien. Environ 350 000 Grecs pontiques furent victimes de massacres, de meurtres et de pendaisons, ainsi que de la famine et des maladies. Ismail Enver, le ministre de la guerre, aurait déclaré qu'il voulait, je cite, « résoudre le problème grec de la même façon qu'il pensait avoir résolu le problème arménien ». Fin de citation. Une estimation du nombre de victimes est donnée par le ministre de l'Intérieur, Talat Pacha, dans son carnet personnel, révélé en 2005 et surnommé le carnet noir. Il y fait l'estimation d'un nombre de 1 617 200 Arméniens en 1914, contre seulement 370 000 après les massacres, soit environ 1 247 200 disparus, c'est-à-dire 77% de la population arménienne. Une partie des Arméniens survivants restèrent sur place, cachés en Turquie après les massacres et tout au long du XXe siècle, sauvés par les justes turcs ou enlevés, adoptés et islamisés de force.
L'historien Aras Arafian estime qu'entre 100 et 200 000 Arméniens survivaient, cachés en 1923, pour former aujourd'hui une communauté dont les estimations varient de 1 à 3 millions de personnes ayant un degré plus ou moins élevé de parenté, avec au moins un survivant des massacres. À ces énormes pertes humaines s'ajoutent les dommages matériels et financiers, eux aussi très lourds, en plus de la saisie du patrimoine immobilier des Arméniens, dont l'emblématique palais de Chankaya, résidence présidentielle turque jusqu'en 2014. Les comptes bancaires et les polices d'assurance furent saisis. Le gouvernement turc a déposé en 1916 5 millions de livres or turcs à la Reichsbank allemande. Ce trésor provenait en grande partie des comptes bancaires des Arméniens spoliés. Le diplomate américain Henry Morgenthau Sr. raconte dans ses mémoires comment Talat Pacha lui demanda en 1916 la liste des Arméniens possédant une assurance vie dans des compagnies US pour que l'argent de ces comptes soit transféré au gouvernement ottoman au motif qu'ils étaient tous morts sans laisser d'héritiers. Des demandes similaires furent envoyées à toutes les compagnies d'assurance à travers le monde. Les dommages immobiliers sont estimés à 2500 églises, 451 monastères, 1996 écoles détruites ou spoliées. Un rapport récent estime que les dommages financiers en dollars courants varient de 41 milliards 500 millions à 87 milliards 120 millions de dollars sur la période 1915-1919 et de 49 milliards 800 millions à 104 milliards 544 millions sur la période de 1915 à 1923. Cette prédation systématique des biens arméniens permit d'accentuer l'enrichissement de la nouvelle bourgeoisie turque. Durant les années qui suivirent ces tragiques événements, les activistes de la Fédération révolutionnaire arménienne tentèrent de se venger en assassinant certains responsables du génocide. Ce fut l'opération Némésis, du nom de la déesse grecque de la vengeance. Au total, 8 hauts responsables turcs ou azéris tombèrent sous les balles de 7 hommes présentés comme des justiciers. C'est ainsi que le 15 mars 1921, il y a tout juste un siècle, l'ancien grand vizir et ministre de l'Intérieur et l'un des principaux responsables du mouvement jeune turc, Talat Pacha, fut assassiné à Berlin, où il s'était réfugié après la guerre. Le grand ordonnateur de l'extermination des Arméniens reçut une balle en pleine tête dans une rue de la capitale allemande. Le coup avait été tiré par un jeune Arménien de 23 ans, Sogomon Telirian, survivant du génocide au cours duquel il avait perdu sa mère et toute sa famille. Sogomon Telirian fut jugé peu de temps après, les 2 et 3 juin 1921, par le tribunal de première instance de Berlin. Mais il réussit à transformer son procès en procès de Talat Pacha, dont les crimes monstrueux furent révélés par des témoignages et des documents accablants. En conséquence, le tribunal acquitta Sogomon Telirian. En 1943, la Turquie obtint de l'Allemagne nazie le transfert des restes de Talat Pacha de Berlin à Istanbul, où ils furent inhumés à Şişli. Ses mémoires de guerre furent même publiées. Un mausolée lui est dédié à Istanbul, ainsi qu'un important quartier. Un des principaux boulevards d'Ankara, un grand boulevard d'Izmir et une avenue d'Edirne, l'ex-Andrinople, portent son nom. C'est par cette dernière avenue que l'on entre en Turquie lorsqu'on vient de Bulgarie et donc de l'Union européenne. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nouvelle a reconnu les crimes nazis, en particulier le génocide contre les Juifs. Génération après génération, des voix allemandes se font entendre pour exprimer tout à la fois l'horreur et la honte que leur inspire la Shoah et la barbarie nazie qui mit l'Europe à feu et à sang. Depuis la disparition de l'Empire ottoman, la naissance d'une Turquie nouvelle, aucun regret n'a jamais été exprimé par les autorités turques. Bien au contraire, le génocide arménien est farouchement nié alors que des preuves abondent. Horribles photographies, témoignages écrits de missionnaires et de diplomates, récits des survivants transmis de génération en génération, et même, comme nous l'avons vu, documents émanant de responsables ottomans. La Turquie a préféré s'enfermer dans le déni, allant jusqu'à interdire toute évocation du génocide et à faire pression sur les autres nations du monde pour qu'elles en fassent autant. Pire, en France, des voyous d'origine turque s'en prennent violemment aux descendants des victimes du génocide
et des élèves eux aussi d'origine turque s'indignent que les professeurs français évoquent le génocide arménien qui fait pourtant partie des programmes d'histoire. Fort heureusement, à travers le monde, de plus en plus de gouvernements, de parlements ou de collectivités locales reconnaissent le génocide arménien et le commémorent, suscitant chaque fois un regain de fureur à Ankara. C'est le cas en France, c'est le cas en Corse, où l'exécutif et l'Assemblée territoriale sont en pointe sur cette question, faisant ainsi honneur à notre île. Le pire est que la Turquie, non contente de s'obstiner à nier le génocide, a encore aggravé son cas en incitant l'Azerbaïdjan à attaquer l'Artsakh en septembre 2020. Elle a fourni une assistance technique aux troupes d'agression après les avoir équipées d'armes modernes et d'appareils de haute technologie tels que des drones tueurs fabriqués en Turquie. Erdogan a aussi facilité l'envoi en Azerbaïdjan de mercenaires islamistes recrutés en Syrie et en Libye par ses soins. Le néo-sultan d'Ankara s'est même vanté publiquement de vouloir achever le travail commencé par ses aïeux un siècle plus tôt. Ne dit-on pas qu'un assassin revient toujours sur les lieux de ses crimes? C'est ce qui semble être le cas en ce qui concerne la Turquie, 106 années après le génocide. Le négationnisme turc et le bellicisme de la Turquie à l'égard de l'Arménie sont autant de raisons pour nous de vouloir commémorer publiquement et dignement ce génocide que l'on ne doit pas oublier, n'en déplaise à M. Erdogan. Et pour terminer cette émission, chers amis auditeurs et auditrices, je voudrais qu'on écoute une chanson de Charles Aznavour qui m'avait fait prendre conscience en 1975 de ce qu'avait été le génocide arménien. Il s'agit de « Ils sont tombés ». Merci et à la semaine prochaine. Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi, hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre avec des gestes lourds comme les hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux. Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi, hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre avec des gestes lourds comme les hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi. Ils sont tombés en invoquant leur Dieu au seuil de leur église ou le pas de leur porte, en troupeau de désert titubant encore, terrassé par la soif, la faim, le fer, le feu. Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissait un peuple dans son sang. L'Europe découvrait le jazz et sa musique, les plaintes des trompettes couvraient les cris d'un enfant. Ils sont tombés uniquement, sans bruit, par milliers, par millions, sans que le monde bouge, devenant un instant minuscule fleur rouge, recouvert par un sable, et puis oublié.